Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. Le Conseil des ministres élargit la fourchette des vaccins destinés à protéger les enfants burkinabés contre les maladies évitables. Il a adopté un rapport relatif à l'introduction de 2 nouveaux vaccins dans le PEV. Le plan d'action de la commune de Ouagadougou de lutte contre le sida et les IST fait couler beaucoup d'encre. Du coup, le conseil municipal est obligé de réagir. Mais tout d'abord, le président du Faso participe à Dakar à 2 importants sommets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces 2 rencontres au sommet des chefs d'État et de gouvernement sont consacrées à l'examen des questions économiques et aux crises qui secouent la sous-région ouest-africaine, comme la Guinée-Bissau, le Mali et la menace de crise post-électorale en Guinée-Conakry. Les chefs d'État échangeront aussi sur le tarif extérieur commun tech de la CEDEAO, les négociations sur les accords de partenariat économique APE et le programme de coopération monétaire. Cela dit, 2 nouveaux vaccins bientôt au Burkina. D'autre part, 2 nouvelles voies seront construites pour servir de déviation durant la construction de l'échangeur de Tampuy, route de Wayugia. C'est entre autres rapports adoptés ce jour en Conseil des ministres. Le Conseil qui a aussi abordé des questions relatives aux conditions de délivrance de la carte consulaire et réglementant la publicité au Burkina Faso. Reportage Karim Patrick Namono. 2 nouveaux vaccins bientôt intégrés dans le programme élargi de vaccination. Le gouvernement burkinabé fait de la santé des populations l'une de ses principales priorités. Ces 2 vaccins vont permettre, pour le premier vaccin, donc, qui va lutter contre les infections à méningocoque, de lutter contre les pneumonies et de lutter aussi contre les méningites à pneumocoque. Et le deuxième va permettre de lutter contre le rotavirus, qui en réalité est responsable donc, des diarrhées des enfants. Il s'agit en réalité d'ajouter ces 2 vaccins à la vaccination de routine qui existe déjà et qui est prise dans le cadre du programme élargi de vaccination. 10,8 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État burkinabé investira pour l'aménagement de 2 voies de déviation et de délestage d'environ 10 km en vue de la prochaine construction échangeur route de Tampuy. Depuis donc le rond-point de Tampuy, nous puissions trouver une voie de délestage qui va drainer le trafic en direction donc du centre-ville, en passant donc par l'hippodrome pour rejoindre donc l'avenue du Yatenga qui redescend donc sur le rond-point du DOP et réaliser également une voie de déviation à partir toujours du centre-ville, notamment au niveau de la cité An4B pour traverser et aller sortir sur la route donc, de Kongoussi. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, on envisage la sécurisation de la nouvelle carte d'identité consulaire établie pour les Burkinabés de l'étranger. Les conditions sont à peu près les mêmes que la carte nationale d'identité. Et je voudrais simplement préciser que de manière pratique, ce sont les ambassades, les consulats généraux et les consuls honoraires qui vont continuer à les délivrer pour la somme de 7 000 francs. Comme ce document va être exigible pour les prochaines élections, il est donc important que le gouvernement prenne les dispositions pour qu'il soit sécurisé. Sécurité toujours, mais là ce sont les communes qui doivent prendre en compte dans leur budget les salaires et les indemnités des agents de la police municipale. Il va falloir maintenant que les communes assument leurs responsabilités et ne créent pas les polices municipales parce qu'il y en a ailleurs. Les polices municipales doivent être créées en fonction du besoin et des assiettes fiscales des communes et de leurs moyens de prendre en charge justement ces salaires. Les périmètres irrigués de la vallée du Sourou verront bientôt l'installation des organisations des usagers de l'eau agricole. Leur installation est prévue pour demain. Il s'agira d'installer officiellement ces 9 organisations des usagers de l'eau agricole en leur donnant en tout cas leur feuille de route pour qu'ils puissent désormais gérer eux-mêmes directement ces périmètres irrigués-là. La publicité fera l'objet d'une réglementation au Burkina Faso. Un avant-projet de loi a été examiné à cet effet. Cet avant-projet de loi vise justement à mettre à jour la réglementation et la législation en matière d'exercice et
du métier de publicitaire, les conditions de cet exercice et des interdictions en matière de publicité telles que parfois dans le domaine de la santé, de l'éducation et autres. Après la publicité, la communication audiovisuelle et la presse écrite connaîtront aussi leur réglementation. L'ancien ambassadeur de Taïwan au Burkina, Tao Wenlong, actuellement secrétaire général du Fonds de la coopération internationale et du développement, s'est entretenu hier avec le Premier ministre. Avec Béon-Luc Adolphe Thiao, il était question de 2 axes d'intervention de la Chine au Burkina. Il s'agit du renforcement de capacités et de la création d'une société agricole. Jacques Lamissa Tarpaga. Les échanges avec le Premier ministre ont porté sur la nouvelle orientation de la coopération taïwanaise. Tao Wenlong est venu expliquer au chef du gouvernement que c'est désormais le Fonds de la coopération internationale et du développement qu'il dirige qui va prendre en charge la formation professionnelle au Burkina Faso. La République de Chine prévoit également la création d'une entreprise agricole. Elle sera chargée de produire des semences afin de booster les rendements agricoles. Dans un premier temps, l'entreprise va s'intéresser aux céréales puis à l'arachide dans le pôle de croissance de Bagré. La Chine entend ainsi rendre plus efficaces ses interventions auprès du Burkina Faso pour un développement durable. Installation hier des membres du comité national de pilotage des pôles de croissance au Burkina. Ce comité se compose de 4 groupes intersectoriels de travail. Il vise à œuvrer pour le suivi et le développement des pôles de croissance au Burkina et à s'engager pour une répartition équitable des fruits de la croissance. Nathalie Savadgo. Je voudrais, tout en souhaitant plein succès à votre mission, vous déclarer installé dans vos fonctions respectives au nom de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances et vous déclarer également chargé de vos missions de promotion du groupe de travail intersectoriel pour les pôles de croissance au Burkina. C'est officiel. Les membres des groupes de travail intersectoriels du Comité national de pilotage des pôles de croissance ont été installés. Leur mission est de travailler à mieux suivre et développer les pôles de croissance au Burkina pour une répartition équitable des fruits de la croissance. Ces groupes intersectoriels de travail sont essentiellement les produits de niche, le pôle économique, les grappes d'entreprise et les zones économiques spéciales. Pour que ce comité national de pilotage des pôles de croissance puisse bien mener sa mission, il faut qu'un certain nombre de structures soient créées pour animer la réflexion, pour permettre d'identifier un certain nombre d'axes par lesquels nous pourrions mener la politique de promotion des pôles de croissance à travers l'identification de pôles économiques, des grappes d'entreprise et la formulation d'un certain nombre de sujets, d'actions à mettre en œuvre, à soumettre bien sûr au Comité national des pôles de croissance. Des kits de travail ont été remis à chaque président des 4 groupes de travail intersectoriels. La tenue de la 2e session du Comité national de pilotage des pôles de croissance est prévue en novembre prochain à Bagré. À l'occasion de la tenue des États généraux sur les lotissements au Burkina, placés sous la haute présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle de conférence internationale de Ouaga 2000 demain jeudi à partir de 6h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 7h30. Ouverture hier à Rome de la conférence internationale sur les mutilations génitales féminines MGF. Cette rencontre à laquelle prend part la première dame Chantal Compaoré a pour objectif de faire le point de la lutte menée durant les 5 dernières années et consolider l'engagement politique mondial pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Il s'agit d'inviter les pays concernés à appliquer les mesures de la résolution onusienne 67-146 adoptée le 20 décembre dernier. Alassane Zéo, Salinana depuis Rome. Pour cette année 2013, 125 millions de femmes de par le monde sont déjà concernées par les mutilations génitales féminines. On estime qu'elles seront 30 millions de plus dans une dizaine d'années. Certains la voient comme une pratique ancestrale, une coutume qu'il faut défendre. D'autres, de plus en plus nombreux, la considèrent comme un geste barbare qu'il faut faire disparaître. Malgré les campagnes d'information, la pratique de l'excision reste d'actualité.
À cette conférence internationale à l'initiative des Nations Unies, les organisateurs ont rassemblé toutes les principales parties intéressées afin de consolider l'engagement politique et financier, galvaniser l'action nationale et planifier les futures stratégies pour les 5 prochaines années en conformité avec la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 67-146. La résolution, c'est une première étape, mais le plus important, c'est la mise en œuvre et l'appropriation de cette résolution par les pays. Donc, nous attendons maintenant, et nous, en tant que UNFPA, nous allons faire tous nos efforts pour que les pays s'approprient de cette résolution. Cette résolution intitulée « Intensification de l'action mondiale visant à éliminer les mutilations génitales féminines » avait appelé le 20 décembre 2012 les États membres à assurer la mise en œuvre effective des instruments internationaux et régionaux qui protègent les droits humains et les libertés fondamentales des filles et des femmes. À Rome, c'est tout le continent africain qui s'est mobilisé pour un abandon total dans le monde des pratiques traditionnelles nuisibles pour la santé de la femme et de la jeune fille. Des différents panels, il est ressorti un bilan positif des politiques de lutte menées au cours des 5 dernières années pour éradiquer le phénomène. Fort des différents acquis, les perspectives africaines peuvent être envisagées sur l'échiquier national. Il s'agira de renforcer les stratégies, les approches réussies, la sensibilisation et le plaidoyer. Développer une approche en famille, créer un dialogue des générations, intensifier les approches axées sur les droits humains, celles juridiques, sanitaires, religieuses et coutumières, ainsi que de reconversion des exciseuses traditionnelles, de promotion de l'abandon des pratiques à travers les changements de comportement. Un combat efficace contre les mutilations génitales féminines doit forcément passer par une action coordonnée entre gouvernement et société civile des pays concernés par le phénomène, et l'exemple du Burkina en la matière a été salué. Moi, on est à la phase 2 de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Le Burkina Faso, c'est un pays pionnier de ça, avec sa première dame, un comité très actif qui s'est beaucoup impliqué. Je suis contente que cette conférence se passe à Rome. Je pense aussi que, comme je dis, que peut-être dans une année, pour faire le point où nous sommes, j'aimerais bien qu'une telle conférence se passe en Afrique. Et donc, on va voir. Et on est en mesure maintenant d'élargir à d'autres pratiques néfastes, comme le mariage forcé, par exemple. Donc, c'est un bon point de départ pour d'autres campagnes. Ce sont donc de nombreuses décennies de lutte qui ont conduit à une baisse progressive de la prévalence en Afrique des MGF. De ce débat de haut niveau sortiront des actions fermes pour protéger les droits des jeunes filles et des femmes du monde. 7 pays mettant en œuvre le fonds français Muskoka se retrouvent à Ouagadougou pour aborder l'accès aux médicaments essentiels pour la mère et l'enfant. Après 2 ans de mise en œuvre, il s'agit pour les pays concernés de faire un bilan, de partager les expériences et d'identifier les activités stratégiques prioritaires pour les 3 prochaines années. Le fonds est d'une valeur de 500 millions d'euros et les activités s'étalent sur 5 ans. C'est Sylvestre Da. À Ouagadougou, les cadres des ministères de la Santé des 7 pays d'Afrique bénéficiaires du fonds français Muskoka sont réunis avec les représentants des organismes du système des Nations Unies, qui sont l'OMS, l'UNICEF et l'UNFPA, afin d'identifier ensemble les besoins communs en termes de médicaments essentiels pour la santé de la mère et de l'enfant au cours des 3 prochaines années. Ils ont déjà travaillé ensemble pendant 2 ans. Ils vont évaluer ça, ils vont voir quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les leçons apprises, et ils vont programmer pour les 3 prochaines années comment travailler ensemble pour assurer un meilleur accès aux médicaments essentiels aux mères et aux enfants. Le fonds français Muskoka, d'une valeur de 500 millions d'euros, est une des composantes de l'initiative prise par les pays du G8 en 2010 lors de leur réunion à Muskoka, une ville du Canada. L'esprit de cette initiative est de renforcer au plan mondial l'accessibilité aux médicaments essentiels pour la santé de la mère et de l'enfant, avec en ligne de mire l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. En Afrique, au sud du Sahara, les activités dans le cadre de cette initiative Muskoka sont mises en œuvre en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, en République démocratique du Congo, au Sénégal, au Togo et bien sûr au Burkina Faso. L'initiative se traduit sur le terrain par
actions de renforcement du système de santé, par l'amélioration de la disponibilité des médicaments sur le terrain, à travers notamment la révision des différents protocoles et la révision des listes des médicaments essentiels pour que nous nous rassurons que les médicaments pour la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant vont toujours être disponibles et surtout accessibles. Plusieurs communications suivies de discussions sont au programme des 3 jours de travaux. Ces médecins et pharmaciens devront partir de Ouagadougou avec une vision commune concernant les priorités pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels pour la santé de la mère et de l'enfant. Ils devront aussi s'accorder sur les modalités pour une meilleure coordination des interventions à travers les différents pays. Rencontre à Tinkodogo autour de l'opérationnalisation de la prise en compte du genre dans les programmes de développement. 2 approches au sein de l'atelier, l'expérience d'opérationnalisation du mainstreaming et l'approche école des maris, école des épouses. Ces approches permettent aux communautés de trouver elles-mêmes des solutions aux problèmes de genre qu'elles rencontrent. Aboubakar Sayon. Rompus dans l'analyse et l'élaboration des politiques et projets dans le domaine du genre, ces représentants des partenaires techniques et financiers sont en formation. Le mainstreaming, une nouvelle technique d'intégration du genre dans les initiatives de développement, est le principal module enseigné. C'est une nouvelle approche qui permet de vérifier si les besoins spécifiques des hommes et des femmes sont pris en compte par les institutions et les programmes de développement. La formation est surtout basée sur l'approche école des maris, école des épouses, une approche expérimentée par l'initiative privée et communautaire contre le VIH-Sida au Burkina Faso IPC dans 33 villages de la province du Boulgou. Elle consiste à mettre en place des groupes de discussion d'une 15aine de personnes constitués des maris et de leurs épouses. Les échanges permettent ainsi de résoudre les problèmes de genre qui existent dans les couples, mais également au sein de la communauté. S'asseoir et discuter avec son épouse sur la conduite, la tenue de la maison, c'est des choses auxquelles il ne pensait pas. Comment est-ce qu'on gère le revenu du foyer? C'est des choses auxquelles il ne pensait pas. Mais depuis que nous avons commencé à appliquer cette stratégie, on se rend compte que, et ils nous l'ont dit, les gens s'asseyent avec leurs épouses, ils demandent conseil dans la famille, ils se concèdent avant de prendre les décisions touchant la vie de la famille. Au-delà des échanges théoriques sur l'approche école des maris, école des épouses, les participants effectueront des sorties de terrain dans certains villages concernés. Les visites et les entretiens avec les couples bénéficiaires affineront leurs connaissances sur cette nouvelle approche. Le conseil municipal de Ouagadougou donne des éclaircissements sur son plan d'action de lutte contre le VIH-Sida et les IST adopté le 10 octobre dernier. Ce plan d'action qui tient compte des groupes spécifiques que sont les travailleuses du sexe et les homosexuels fait grand bruit, d'où cette montée au créneau du maire de Ouagadougou, Mara Iliboudo. Reportage Isaïe Parkouda, Sie Sylvestre Da. La mise en œuvre du plan d'action 2013-2015 de lutte contre le sida et les IST dans la commune de Ouagadougou va nécessiter plus de 900 millions de francs CFA, dont plus de 500 millions concernent les groupes spécifiques qui sont les homosexuels et les prostituées. La restitution de ce plan d'action, élaboré par un comité restreint, a suscité des polémiques au sein du conseil municipal. Le nouvel exécutif de la mairie rejette ce plan au motif qu'il ne respecte pas les mœurs et les coutumes. Il est vrai, il faut l'avouer, que le plan d'action tel que proposé accorde une importance aux groupes spécifiques en comparaison avec les populations hétérosexuelles. Nous sommes donc bien placés pour comprendre certaines réactions suscitées par les échanges et les conclusions des travaux de l'atelier de restitution, et nous en prenons bonne note à l'examen du document final une fois la série de restitution terminée. Et le maire de souligner que la prostitution et l'homosexualité sont des mots qui ne cessent de prendre l'ampleur dans certaines villes du Burkina Faso. Une étude sur l'existence et l'importance du groupe spécifique des hommes ayant des rapports avec des hommes a permis d'identifier 307 personnes venues volontairement s'enregistrer uniquement dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Le caractère clandestin de cette pratique nous fait craindre que ce ne soit là que la partie visible de l'iceberg. Pour Marin Casimir Ilboudo, il est clair que la prostitution et l'homosexualité sont à combattre énergiquement. Mais il rappelle que l'éradication de ces fléaux est une affaire de tous.
Il invite donc les conseillers municipaux à faire des amendements et des recommandations sur ces plans d'action qui tiennent compte de nos réalités, car en effet, il ne s'agit pas seulement de condamner, mais aussi d'accompagner les victimes de la prostitution et de l'homosexualité au Burkina Faso. Une formation d'enseignants œuvrant dans la lutte contre la déficience visuelle des enfants est initiée à Ouagadougou par une mission de Monteclair en France. Les participants viennent de 5 pays de la sous-région et recevront des connaissances, notamment sur le braille et la rééducation au niveau des activités que les enfants sont appelés à mener. Jonas Ouemba, Nathalie Savadogo. Par cette formation, l'Institut Monteclair entend apporter son expertise à ces professionnels agissant auprès des déficients visuels. Il s'agit de renforcer leurs compétences dans la rééducation, la transcription des documents et dans l'enseignement spécialisé des enfants en situation de handicap visuel. Il n'existe pas de centre de formation en Afrique de l'Ouest qui permette de former les professionnels d'une manière spécialisée. Donc on a mis en œuvre ce concept de mission réalisée par des professionnels français spécialisés et qui viennent transmettre des compétences, faire du renforcement de capacités auprès de différents professionnels venus de la sous-région. La présente formation s'inscrit dans le cadre du projet Kekeli Diama de la Mutualité française. Elle va permettre aux déficients visuels du Mali, du Togo, du Bénin, du Niger et bien entendu du Burkina Faso d'avoir un meilleur accès au système éducatif. C'est pour qu'ils puissent effectivement disposer d'outils pour pouvoir gérer au mieux ces enfants, les rendre effectivement autonomes, leur permettre effectivement de poursuivre des études tant au niveau du primaire qu'au niveau du supérieur, afin de pouvoir s'intégrer harmonieusement dans notre société. Débuté en janvier 2012, le projet a une durée de 3 ans. Il va permettre de former au Burkina une dizaine d'enseignants. Bobo Dioulasso a lancé hier le projet renforcement de la protection sociale au Burkina. Dans les hauts bassins, ce sont au total 69 800 personnes vulnérables qui bénéficieront d'un appui alimentaire et 975 autres d'une prise en charge sanitaire et soutien au micro-projet. Un projet qui vise à faire face à la cherté de la vie et à promouvoir l'accès des personnes pauvres et vulnérables au développement. Adi Sandamba. Réinsertion sociale et professionnelle, appui alimentaire, sanitaire et économique des personnes vulnérables, ce sont là les objectifs visés par le gouvernement burkinabé dans le cadre de sa politique de renforcement des conditions de vie des populations. Et ce, à travers un projet dénommé le projet de renforcement de la protection sociale. Un programme qui s'étend d'octobre à décembre 2013 et qui va couvrir l'ensemble du territoire national. Pour ce qui est de la région des Hauts-Bassins, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction lors de la cérémonie de lancement du projet. Pour l'effort constant et permanent qu'il déploie en faveur des personnes défavorisées. Le lancement de ce projet est le témoignage de tout l'amour qu'il porte aux couches vulnérables. C'est vous dire que c'est avec une réelle satisfaction que nous avons reçu ces vivres. Le comité technique du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale rassure que les bénéficiaires ont été choisis sur la base des données fiables. Les critères, c'est la vulnérabilité, la pauvreté des ménages, voilà, qui ont du reste été identifiés par nos services. Nos services sont sur le terrain depuis déjà plus de 10 ans. Donc il y a un travail d'identification qui a été fait sur toute cette période-là. Les besoins en termes de prise en charge sont connus des services. Il va s'agir également de confirmer ces besoins, d'affiner donc, j'allais dire cette liste-là, être dans un besoin de prise en charge sanitaire. Voilà. Donc c'est l'ensemble de ces critères-là qui vont permettre d'identifier donc les différents bénéficiaires. Le projet de renforcement de la protection sociale ne se contente pas seulement de donner des vivres et de l'argent, mais se soucie également d'accompagner certaines personnes dans des activités génératrices de revenus. Et comme le dit l'adage, le meilleur moyen d'aider quelqu'un est de l'aider à se dispenser de l'aide. L'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a accordé une subvention de plus de 21 millions de dollars US, soit environ 10 milliards de francs CFA, au SILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Cet appui devrait permettre au SILS de financer ses actions dans les États membres, notamment dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Boumanébié, Ibrahim Guigma. Avec cet accord de subvention d'environ 10 milliards de francs CFA, l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID,
entend soutenir le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SEALS, dans la réalisation de ses activités. Les États-Unis d'Amérique, le peuple américain est ami et partenaire des pays de l'Afrique de l'Ouest depuis devant les problèmes, devant la croissance démographique, devant les pressions économiques, devant certains problèmes de sécurité alimentaire, nous avons jugé qu'il soit une bonne action de venir en soutien à la SEALS qui joue un rôle très important à trouver des solutions aux problèmes de la région. Ce n'est pas la première fois que l'USAID apporte son appui aux SEALS. La signature du présent accord de subvention est la continuité d'un partenariat que l'agence américaine entretient avec le SEALS depuis de longues dates. Après cet accord, il y a des activités qui vont être financées. Nous allons rapidement finaliser donc les petits documents qui doivent être apprêtés pour, de manière spécifique, identifier les activités et leurs objectifs qui doivent être mis en œuvre. Il y en a beaucoup, c'est-à-dire dans la recherche de la sécurité alimentaire, la lutte contre la désertification, il y a des activités liées au marché, il y a des activités liées à la formation, donc de part et d'autre. C'est un inventaire. Le SEALS, dont le siège est à Ouagadougou, compte 13 États. Il a entre autres pour mission la lutte contre la sécheresse dans le Sahel et la coordination des efforts d'aide humanitaire en période de sécheresse. Les productrices de niébé du centre-ouest bénéficient d'une formation sur la gestion des stocks et l'amélioration de la plus-value par des méthodes de conservation et de transformation. La formation est organisée par le programme agricole en Afrique de l'Ouest PPAAO et vise à renforcer les capacités des productrices de niébé. Reportage Ernest Kambiré. La conservation et la transformation du niébé, voici les deux modules de formation combinés au profit des femmes productrices du centre-ouest. L'initiative est du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO qui entend ainsi permettre aux productrices du niébé du Burkina d'assurer une bonne gestion de leur stock et d'améliorer par la même occasion leur plus-value par des méthodes de conservation et de transformation mises au point par la richesse burkinabé. C'est elles qui sont responsables de la conservation dans les villages. Et elles produisent aussi énormément. Donc nous avons voulu sélectionner les femmes pour leur donner la formation pour qu'elles puissent bien garder les récoltes de niébé. À travers travaux de groupe, exposés, débats, démonstrations théoriques et pratiques, un accent a été mis sur la technique et les avantages du triple enchachage. Mais avant, les causes des pertes post-récolte, les technologies améliorées de conservation, la découverte et la maîtrise des différentes possibilités de conservation et de transformation pour plus de valeur ajoutée ont été expliquées aux femmes. Ce qu'on a donné comme bagage, c'est comment utiliser les sacs à triple fond. On a eu à faire la démonstration de la technologie qui consiste donc à mettre le niébé suivant différentes techniques dans les sacs et bien conditionné. Et l'avantage de cette technologie, c'est qu'on n'utilise pas des insecticides par exemple. Quatrième du genre sur les mêmes modules, cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action genre 2013 du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO. Et à cette étape, une soixantaine de femmes productrices du niébé ont vu leur capacité de conservation et de transformation renforcée. Avant, nous, on gardait les haricots dans du cendre et puis on mettait dans les insecticides, dans des sacs vides comme ça, sans des sachets. Mais à 2 mois, 3 mois, ça pourrit. Et puis on revend à moins cher. Au lieu de vendre à 1000 francs, on vend à 500, 300. Et maintenant, si on a gagné des sacs en nylon pour conserver, on sait que ça peut gagner à peu près 6 mois, 1 an. Tu as toujours ton haricot. Mais au-delà, l'exercice de Koudougou a surtout permis d'inciter les femmes de la région à la production du niébé, toute chose qui permettrait d'accroître la productivité agricole et les revenus des producteurs, un des enjeux majeurs du programme dans les filières ciblées. Lancement hier d'un nouveau système d'évaluation automatique des véhicules usagés par la douane. Ce logiciel permet à partir du numéro du châssis d'évaluer la valeur réelle de tout type de véhicule et d'avoir accès aux bases de données des opérateurs automobiles sur les principaux marchés. Ce système plus simple et plus juste selon son concepteur devrait permettre de rompre avec l'ancien basé sur l'argu et l'expertise. Reportage et l'expertise donc Adama Koulibaly.
Le directeur général des douanes, entouré de ses collaborateurs, face aux opérateurs du secteur de l'importation des véhicules d'occasion, couramment appelé France au revoir. Il était question de leur présenter le nouveau logiciel d'évaluation automatique des véhicules usagés. Ce logiciel développé par l'entreprise Cotec permet à partir du numéro de châssis de donner une valeur plus juste du véhicule en question. Ce système serait donc à la fois plus simple, plus rapide et plus juste selon les concepteurs par rapport à l'ancien système. Nous avons affaire à un système plus juste, plus équitable. Alors, juste et équitable parce que avant, quand vous remettez le même document, la même carte grise à plusieurs transitaires pour faire une expertise, vous vous retrouvez avec plusieurs valeurs. Ce qui veut dire que entre les usagers eux-mêmes, il y avait une sorte d'injustice qui existait en matière d'évaluation. Tout cela crée une certaine concurrence déloyale entre les différents usagers, en plus que c'est une source aussi un peu d'évasion fiscale pour notre administration. La nouvelle procédure se déroule en 3 phases: la vérification du dossier du véhicule, la requête informatique à partir du numéro de châssis et la délivrance de l'attestation de valeur, le tout pour une somme de 6 000 francs CFA. Cette attestation remplace désormais l'expertise, la conformité et la fiche d'évaluation pour la déclaration en douane de tout véhicule. Après ces échanges, la Direction générale compte prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre du logiciel dès le mois de janvier 2014. C'est à la rentrée que certaines écoles ou donateurs organisent leur journée d'excellence à Béréba, commune rurale du Tuy. Les élèves et enseignants les plus méritants de l'année scolaire écoulée ont été récompensés. L'Association pour le développement de Béréba a été accompagnée par le président de l'Assemblée nationale dans l'organisation de cette 7e journée de l'excellence à l'école primaire. Ibrahim Guigeba. Pour la 7e fois consécutive, l'excellence célébrée à Béréba. Dans cette commune rurale de la province du Tuy, une association de développement de la localité, soutenue par Sungalo Apollinaire Ouattara, œuvre depuis 2006 à récompenser les mérites et les hauts faits des acteurs de la communauté éducative. Et au tableau d'honneur de l'année scolaire 2012-2013, dans la circonscription d'enseignement de base de Béréba, sont inscrits Dauphine Rosalie et Abdoul Ouedraogo, meilleurs élèves filles et garçons, Sommet Agnès et Sanou Alidou, distingués meilleures enseignantes et meilleurs enseignants. C'est une activité qui est annuellement attendue par l'ensemble de la classe éducative, mais également par l'ensemble de la population. C'est un encouragement que nous donnons à tous les enseignants pour les stimuler à faire encore davantage pour les enfants. Et nous pensons que depuis que nous avons commencé, nous avons vu que le taux de réussite augmente d'année en année. L'enseignement au primaire à Béréba, en chiffres, ce sont 3 917 élèves, 93 enseignants au sein de 24 écoles pour gagner le pari de l'éducation pour tous, un des objectifs majeurs du millénaire pour le développement. Ainsi se referme cette édition de 20h. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.